Il a poursuivi en informant que Shinguarich avait échangé au moins 1000 livres de céréales et, heureusement, il avait acheté des graines pour replanter des poivrons, sinon il n'aurait pas profité de leur situation. Gao Fei ne s'attendait pas à ce que ce soit réel. Une voix enragée a crié à l'entrée de leur village, appelant Gao Fei Bao. Toujours en criant, les deux frères restèrent sans voix. Gao Fei a répondu en leur demandant s'ils ne voulaient pas vivre, alors qu'ils osaient se déchaîner dans son village. Gao Fei Bao a arrêté son frère enragé, lui demandant de se calmer, car il leur était difficile de résister à la colère du peuple. Les gens dehors se plaignaient toujours et criaient contre eux. Quand la nuit est tombée, les frères Gao étaient assis et discutaient de la façon dont ces gars étaient ennuyeux. Gao Fei s'est plaint à son frère de la raison pour laquelle les gens les injuriaient et pourquoi c'était de leur faute s'ils n'avaient pas planté de poivrons. Gao Fei Bao lui a dit qu'il pensait que tout cela n'était pas fiable, alors il a dit aux gens de ne pas planter. Cependant, à ce moment-là, ils ne l'ont pas écouté non plus et le suivre était la bonne décision. Gao Fei Bao a rétorqué que c'était lui qui aurait dû être réprimandé et s'est demandé pourquoi il avait été entraîné dans cette situation. Quelques jours plus tard, Cheng Dalai et le marchand de Qingju ont échangé sous la crête du crapaud. Il en résultait un échange de 10 contre 1, où une livre de poivre était échangée contre 10 livres de céréales. Et ce jour-là, on ne savait pas combien de villages envoyaient des gens espionner le village des crapauds. Les espions ont rapporté avoir vu des voitures après des voitures chargées de céréales gravir la montagne jusqu'au village des crapauds. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles le stock de taux de village s'élevait actuellement à 500 000 livres de céréales. Au fil du temps, Su Ying a écrit à Cheng Dalai une lettre lui disant que le restaurant était devenu plus régulier, avec des clients chaque jour, et qu'il prévoyait déjà d'ouvrir davantage de chaînes de restaurants. Cheng Dalai pensait que le restaurant de Su Ying se développait si rapidement et se demandait si cela était dû à la force de la fille d'un marchand. Le système a informé Cheng Dalai que la mission Rob the Village Lady était terminée et qu'il avait été récompensé par un temps de tirage, car des conditions insuffisantes ne pouvaient pas activer le niveau de mission 4 et lui a demandé s'il voulait dessiner. Cheng Dalai a dit au système qu'il dessinerait. Le système a appelé la machine de loterie et a marmonné pour être plus conscient cette fois-ci. La machine a félicité Cheng Dalai pour l'obtention d'un livre secret de maîtrise de l'épée, la lame d'infinité, les arts martiaux à lame que les Yaochun a créé une fois pour la Great Blade Force de l'armée du Nord-Ouest, grâce à laquelle l'armée du Nord-Ouest est devenue mondialement célèbre lors de la bataille de Xifangku. À la porte d'entrée du village de Toad, les gens se rassemblaient, disant à Huang Sanyuan, déconcertés, qu'ils étaient là pour les aider à planter des poivrons. Les gens essayaient désespérément de gagner le bon côté de Toad Village. Huang Sanyuan les a informés que l'hiver approchait et qu'ils devaient attendre le printemps prochain pour planter. Les gens ont dit à Huang Sanyuan de ne pas les oublier l'année prochaine, et l'un d'eux a déclaré qu'il serait le premier en ligne et qu'il viendrait les voir dès le début du printemps. Une feuille sèche est tombée là où Cheng Dalai et Liu Zhean étaient assis. Lorsque Cheng Dalai était sur le point de l'attraper, il s'est exclamé que l'hiver approchait. Liu Zhean frissonna de froid. Cheng Dalai lui a demandé si elle avait froid, ce qu'elle a accepté. Il a dit à Liu Zhean qu'il devait écrire à Su Ying pour l'aider à acheter une pile de vêtements d'hiver pour Toad Village et a demandé à Liu Zhean quelle couleur elle aimait. Liu Zhean a répondu que n'importe quelle couleur lui convenait. Au même moment, dans la cellule de Dumao, Cheng Dalai a demandé à Dumao ce qui n'allait pas et s'il ne se reposait pas bien. Il demanderait à quelqu'un de lui envoyer un lit et une couette. Frissonnant, Dumao a interrogé Cheng Dalai sur la durée pendant laquelle il prévoyait de le torturer. Cheng Dalai a répondu que ce n'était pas leur principe de torturer les prisonniers. Il les traitait bien, leur offrant du bon vin, de la viande et quelqu'un avec qui discuter. Dumao tomba dans le désespoir lorsque le visage de Liu Bei lui vint à l'esprit avec ce que Cheng Dalai avait dit. Cheng Dalai pensait que Liu Bei avait même pu inviter Xu Zilian dans le passé. Même si Dumao n'avait qu'un dixième du pouvoir, avec le temps, Liu Bei serait capable de faire bouger son cœur. Liu Bei est arrivé et a appelé Cheng Dalai. Cheng Dalai s'est levé et a félicité Liu Bei pour son travail acharné. Dumao remarqua Liu Bei, ce qui fit pâlir son visage. Il a été choqué et lui a crié de ne jamais venir. Sur le terrain d'entraînement, Cheng Dalai et Guan Yu étaient assis ensemble. Cheng Dalai a interrogé Guan Yu et son frère, qui n'avaient jamais pratiqué les arts martiaux. Guan Yu a expliqué la conviction de leur frère aîné selon laquelle les arts martiaux sont des combats en tête à tête et ne valent donc pas la peine d'être appris, ou qu'ils devraient apprendre à se battre contre une légion entière. Pense à Cheng Dalai, indiquant que Guan Yu se vantait, car il était juste à un niveau ordinaire. Malgré cela, il a suggéré à Guan Yu d'envisager d'apprendre un peu d'autodéfense. Guan Yu hésita, invoquant le manque d'enseignants disponibles. Cheng Dalai tendit un livre à Guan Yu, lui suggérant de voir si cela lui convenait. Guan Yu ouvrit le livre et jeta un bref coup d'œil à son contenu.
Cheng Dalai a demandé s'il pouvait le lire et a proposé son aide. Guan Yu a exprimé une compréhension partielle du livre, mentionnant qu'il contenait des techniques d'épée de combat à pied mais n'était pas adapté au combat à cheval, ce qui l'a laissé déçu. Il ferma le livre avec un claquement et sourit, interrogeant curieusement Cheng Dalai sur la source du manuel de l'épée. Cheng Dalai a répondu énigmatiquement, demandant à Guan Yu s'il connaissait l'origine de ses propres compétences en arts martiaux. Guan Yu a répondu qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles des dieux enseignaient Cheng Dalai dans ses rêves. Cheng Dalai l'a fièrement confirmé, déclarant que les dieux lui avaient accordé 8864 voix de hache sacrée, le rendant imbattable, que ce soit à cheval ou à pied. Il avait une expression satisfaite en parlant. Guan Yu a exprimé son opinion, s'adressant à Cheng Dalai et déclarant que même s'il existe des techniques d'arts martiaux plus puissantes, la technique de l'épée peut être transmise. Personnellement, il trouve cela trop facile. Cheng Dalai est resté silencieux, sceptique quant aux affirmations de Guan Yu. Dans ses pensées, il ne pouvait pas comprendre comment Guan Yu avait saisi sans effort l'essence de la maîtrise de l'épée juste en jetant un coup d'œil rapide au livre. Il sait que Guan Yu est un génie, mais il ne devrait pas être si bizarre en même temps et se rabaisser au point de ne pas savoir lire, ce qui le bouleverse. Cette prise de conscience le laissa vide. Cheng Dalai s'éloigne tout en demandant à Guan Yu de se familiariser d'abord avec celui-ci, car il envisage que Guan Yu finisse par former d'autres villageois et leur transmettre la compétence Infinity Blade. Guan Yu remarque qu'il n'a plus besoin de se familiariser avec cela, se demandant s'il existe une technique d'épée plus puissante et plus difficile. Alors que Cheng Dalai s'éloignait de la zone, il ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait soudainement perdu le désir de continuer à converser avec Guan Yu. Après avoir franchi la porte du village des crapauds, Sun Tzu l'a arrêté, exprimant son incertitude quant à savoir s'il devait partager quelque chose ou non. Cheng Dalai a humblement suggéré de ne pas le dire, mais Sun Tzu a estimé qu'il devrait quand même le lui dire. Tandis que Sun Tzu transmettait l'information, Cheng Dalai l'écoutait sérieusement. Après une minute, il accusa réception de l'information et ordonna à Sun Tzu de continuer son travail. Il sourit à Sun Tzu, appréciant son ouverture d'esprit. Avant que Sun Tzu ne s'éloigne, il a rappelé à Cheng Dalai d'être prudent. Alors que minuit approchait, Jai Yun se dirigea vers la tombe de frère Liu Muyun, accablé par le chagrin. Il s'est adressé tristement à frère Liu, lui exprimant comment la famille Liu avait perdu sa dignité et avait même eu recours à des pratiques dont elle semblait fière. La colère et la frustration sur le visage de Jai Yun étaient évidentes pendant qu'il parlait. Il a poursuivi en mentionnant que ce n'était pas seulement la famille Liu, mais même Liu Jai qui faisait désormais partie de ces méchants voleurs. Dans le calme de la nuit, Jai Yun a déversé sa haine, racontant les souffrances et les injustices qui avaient frappé leur peuple, s'adressant un à un à la tombe de frère Muyun. Jai Yun a demandé comment Cheng Dalai avait provoqué la mort de frère Liu, exprimant son incrédulité. Il s'est ensuite moqué de la vie confortable que menaient les auteurs de ces crimes, bien nourris et bien habillés, sans se soucier de leur sécurité personnelle. Il a également expliqué à quel point il y avait des gens aussi stupides. Jai Yun a déclaré que leur vengeance et leur haine n'avaient plus d'importance, les traitant de bande de salauds. Il a amèrement affirmé que tout aurait dû lui appartenir, sans le malheur qui était arrivé à la famille Liu. Il envisageait une vie dans laquelle il épouserait Liu Jai, hériterait de la position officielle de son père adoptif et deviendrait le chef de la famille Liu. Son visage s'assombrit de colère et de détermination alimentée par sa haine intense. Dans un accès de rage, Jai Yun a lâché ses épées, frappant de manière incontrôlable la tombe de frère Liu. Il a scandé « le mien » d'une voix indignée, sa colère le dévorant. L'intensité de sa fureur l'a amené à déclarer son intention de détruire le village. Il marmonna le nom de Liu Jai, contemplant son visage. Alors qu'il continuait à trancher, ses épées se brisèrent finalement, le laissant à bout de souffle et cessant momentanément son assaut. Au milieu de l'épuisement, quelqu'un parla avec dédain, commentant la situation. Un homme a exprimé son amusement en claquant la langue et en remarquant que c'était un bon spectacle. Jai Yun, qui était profondément absorbé par sa propre rage et son chagrin, fut surpris par cette voix soudaine. Son expression se transforma en une expression de peur et de choc alors qu'il levait les yeux vers l'homme qui avait parlé. Un groupe d'hommes mystérieux portant des cagoules se tenaient ensemble. La silhouette encapuchonnée narguait Jai Yun avec un ton moqueur, remettant en question sa capacité à exprimer sa colère uniquement sur des êtres sans vie qui ne respirent plus. Après que l'homme mystérieux les narguait, le visage de Jai Yun est devenu féroce alors qu'il les regardait. Curieusement, l'un d'eux lui a montré un objet, reconnaissant les compétences de Jai Yun et a ajouté « Si Jai Yun est désespéré ». Il s'arrêta un instant avant de poursuivre ses paroles. L'homme a jeté l'objet de la falaise à Jai Yun et a continué à parler, informant Jai Yun qu'il pourrait trouver la division barbare du Nord en se dirigeant loin vers le nord car il avait une place pour lui. Exprimant des doutes,
l'un des hommes mystérieux a interrogé l'homme, l'appelant le jeune prince. Il a exprimé ses inquiétudes quant à l'aide à Jae-yoon, le qualifiant de porte-bonheur et faisant part de ses inquiétudes quant au risque de fuite de leur voyage. L'homme qu'ils appelaient le jeune prince les a rassurés en leur disant que peu importe à quel point Jae-yoon se débattait, cela ne lui serait d'aucune utilité. Il leur ordonna ensuite de poursuivre leur voyage vers la ville. Sous la falaise, Jae-yoon regardait l'objet tomber avec une expression réticente. Malgré ses mains tremblantes, il le ramassa, réaffirmant l'emplacement mentionné par l'homme mystérieux, la division barbare du Nord. Dans un moment solennel, Jae-yoon a déclaré son intention de quitter le clan tout en regardant une tombe à proximité. Sous le couvert de minuit dans le village des crapauds, Jae-yoon se dirigea vers la salle de stockage où était conservé le stock de nourriture. Il entra lentement et tenta d'y mettre le feu, poussé par un sentiment de nervosité. Des pensées lui traversèrent l'esprit, le poussant à tout brûler complètement. Tremblant, il tenta d'allumer le feu tout en souriant. Une voix soudaine l'interrompit tandis que Cheng Dalai intervenait, demandant sarcastiquement à Jae-yoon s'il manquait de feu. Jae-yoon ressentit une soudaine montée de peur alors qu'il se retournait rapidement et vit Cheng Dalai et les villageois debout derrière lui. Cheng Dalai l'a nargué, lui demandant si Jae-yoon voulait qu'il lui prête du feu. Cheng Dalai a demandé à Xiaoyu de protéger Liu Jai, tandis que Guan Yu a été chargé d'emmener des hommes pour garder la porte, empêchant Jae-yoon de s'échapper. Au milieu de la tension, Liu Jai a anxieusement appelé le nom de Jae-yoon. La frustration de Jae-yoon atteignit son paroxysme lorsqu'il provoqua une agitation en dégainant ses épées. D'un saut rapide, il se précipita vers Cheng Dalai et cria le nom de Cheng Dalai. Mais Cheng Dalai a dégainé ses épées et a commenté que le salaire du péché est la mort avant de bloquer l'attaque de Jae-yoon. Jae-yoon a été surpris et déconcerté par les compétences améliorées de Cheng Dalai. Il ne pouvait s'empêcher de se remémorer leur précédente rencontre lorsqu'il avait repoussé Cheng Dalai sans effort avec un pied. Jae-yoon s'est demandé comment Cheng Dalai s'était autant amélioré en si peu de temps. Sans se laisser décourager, Jae-yoon a poursuivi son assaut, lançant une série d'attaques contre Cheng Dalai. Cependant, Cheng Dalai a habilement paré chaque frappe grâce à sa défense exceptionnelle. Dans une tournure inattendue des événements, Cheng Dalai a reculé en raison de la force de l'attaque de Jae-yoon, mais a rapidement repris pied. Kinman a senti une opportunité et est intervenu dans le combat. Il a suggéré que Cheng Dalai ne devrait pas avoir à le faire et a proposé de tuer Jae-yoon lui-même. Il balança ensuite sa lance vers Jae-yoon. Incapable de bloquer ou d'esquiver la frappe, Jae-yoon a été envoyé voler, crachant du sang à l'impact. Allongé dans une pile de sacs, il a juré que s'il ne mourait pas ce jour-là, il chercherait à se venger et à les tuer à l'avenir. Les pensées de Jae-yoon traversèrent son esprit. Il ne pouvait pas se permettre de mourir là-bas, pas maintenant. Avec un élan de détermination, il attrapa un sac de farine et le lança sur Kinman. L'écho interne de Jae-yoon a déclaré qu'il ne pouvait pas mourir là-bas. Aveuglant momentanément Kinman, les autres villageois ont toussé à cause de la farine. Profitant du chaos, il s'est précipité hors de la salle de stockage, laissant les villageois réclamer à grands cris de l'arrêter. Quelqu'un a suggéré de retirer les torches, tandis qu'un autre villageois poursuivait Jae-yoon, son ressentiment à son égard étant évident. La nourriture était primordiale pour les gens, car de nombreuses personnes se déplaçaient constamment juste pour manger. Mais même Jae-yoon voulait brûler le grenier aujourd'hui, ce qui conduirait tout le monde à la mort. Entre le scintillement des torches, même la famille Liu le détestait jusqu'au haut à ce moment-là. Dans la prison du village des crapauds, Du Mao s'interroge sur l'agitation extérieure, s'interrogeant sur le bruit qui filtre à travers les murs. La nuit, au milieu du désarroi du village des crapauds, la recherche de Jae-yoon était en cours. Seul, Jae-yoon s'est soigneusement caché dans un endroit isolé. Il a vu un garde le chercher. Le garde l'a repéré et a essayé de se défendre, tandis que Jae-yoon allait l'attaquer. Soudain, un cri retentit à l'intérieur du village des crapauds et à travers les oreilles de Kinman et Cheng Dalai. En entendant le son, l'instinct de Kinman s'est déclenché. Appelant Cheng Dalai, s'est-il exclamé avec urgence, en désignant la direction de la prison. Cheng Dalai comprit et son expression se transforma en surprise. Le mot prison résonnait dans son esprit, le remplissant d'un sentiment d'effroi. Cheng Dalai a agi rapidement, appelant de toute urgence la population. Il les a exhortés à agir rapidement et à empêcher Jae-yoon de libérer le monstre. Son appel a résonné dans tout le village, rempli d'un sentiment d'urgence. Pendant ce temps, Jae-yoon a récupéré les clés appartenant aux gardes. Délibérément, il commença à se diriger vers la prison, ses pas résonnants. À la prison, la curiosité de Gu Mao a été piquée par la présence de Jae-yoon. Il a demandé ce qui l'avait amené là et si son intention était de le tuer, sa voix empreinte d'intrigue et de scepticisme. La réponse de Jae-yoon proposait un accord à Gu Mao,
déclarant qu'il lui accorderait la liberté en échange de lui sauver la vie en retour. Au-delà des limites de la prison, les villageois se rassemblaient, brandissant des torches qui éclairaient la prison. Leur regard était fixé sur l'entrée, l'air rempli d'impatience. Le gardien de prison a raconté sa rencontre déchirante, décrivant comment il avait été pris au dépourvu par un coup rapide d'une grande lame, le rendant inconscient au sol. Dans son état actuel, il a vu Jae-yoon entrer précipitamment dans la prison et verrouiller la porte derrière lui. Cheng Dalaï resta silencieux, ses pensées bouillonnantes. Le gardien de prison a ensuite tourné son attention vers Cheng Dalaï, l'appelant le maître du village. Il a exprimé sa conviction que les arts martiaux devraient être vertueux et parler de respect, et non mener une bataille intestine. Soudain, la porte verrouillée de la prison a été ouverte par Gumao, Cheng Dalaï, Kinman et les gardes du village, provoquant la surprise parmi toutes les personnes présentes. Gumao, plein de détermination, a proclamé sa liberté après avoir enfoncé la porte avec force. Il regarda Cheng Dalaï avec un sourire narquois sur le visage, déclarant son intention de le tuer. Cheng Dalaï a réagi rapidement, ordonnant à ses camarades de se disperser et les exhortant à ne pas mourir en vain. Kinman a été reconnu par Gumao, qui a détruit la porte de la prison sans effort d'une seule main. Il a déclaré que leur combat précédent n'avait pas duré assez longtemps, donc ils auraient un autre round cette fois. Gumao et Kinman se sont affrontés face à face, Kinman répondant à Gumao comme il le souhaitait. Kinman a ensuite balancé sa lance vers Gumao, qui a utilisé la porte comme bouclier pour bloquer l'attaque. Kinman et Gumao ont reculé sous l'impact, mais Kinman a rapidement lancé une autre attaque, que Gumao a habilement évitée. Au cours de leur échange d'attaques habiles, Gumao a bondi et a visé Kinman, qui l'a bloqué et évité de manière experte. Gumao semblait s'amuser, arborant un sourire alors qu'il esquivait gracieusement les mouvements de Kinman. Au milieu de leur combat, Cheng Dalaï a donné un ordre à Kinman, lui ordonnant de se retirer du combat. En même temps, il ordonna aux archers de se diviser en groupes de 10, se préparant à l'attaque. Les groupes d'archers ont lancé une volée de flèches, entourant Gumao d'un barrage de flèches. Il a utilisé la porte pour se protéger. Alors que Cheng Dalaï faisait écho, il a dirigé les archers, ordonnant à la première équipe de se tenir prêt tout en faisant signe à la deuxième équipe de lâcher ses flèches. Bien qu'il ait été ciblé par un barrage de flèches, Gumao a réussi à échapper à la plupart d'entre elles, mais a subi un coup écorchant sur sa joue. Il a rapidement demandé à Jae-yoon de le suivre. Alors que Gumao et Jae-yoon s'enfuyaient, utilisant la porte comme bouclier de fortune, les villageois les poursuivaient sans relâche, s'encourageant mutuellement à coincer Gumao et Jae-yoon près de la falaise, coupant ainsi leur fuite vers le bas de la montagne. Ils se sont également déplacés pour bloquer l'entrée extérieure, tentant de leur couper le chemin. Bien qu'il ait été touché à la jambe par une flèche, Gumao a persisté, portant Jae-yoon vers la falaise. Sous le clair de lune scintillant, Gumao et Jae-yoon arrivèrent au bord de la falaise, pour se retrouver coincés par le groupe de Cheng Dalaï. Cheng Dalaï parla le premier, s'adressant au chef du et suggérant qu'il n'y avait aucune issue. Il proposa au chef du de rejoindre son village, où ils pourraient se régaler de viande et boire de grands bols de vin ensemble, en promettant que ce serait agréable. Rempli de colère, Gumao a rejeté la proposition, déclarant qu'il ne se laisserait pas prendre à de telles astuces. Même s'il devenait un fantôme, il traquerait Cheng Dalaï. Cheng Dalaï soupira et se gratta la tête, frustré par la tournure des événements. Il ordonna ensuite à Liu Bei d'aider à persuader Gumao, ce à quoi Liu Bei répondit par un soupir. Après l'échange de mots, Cheng Dalaï donne un ordre à Liu Bei, lui demandant de convaincre Gumao. Liu Bei, affichant une expression ennuyée, remet en question la valeur de la tâche à accomplir. Gumao, en voyant Liu Bei, est choqué et rempli de terreur. Dans ses pensées, Gumao se demande si l'influence de Cheng Dalaï s'étend aussi loin, exprimant sa frustration. Avec un air ennuyé, Liu Bei dit d'un air menaçant à Gumao de se comporter et lui suggère de revenir pour qu'ils puissent avoir une discussion. Les pensées de Gumao révèlent sa résistance et son désir de ne plus jamais revoir Liu Bei, le laissant sidéré et en sueur abondamment. Gumao saisit fermement Jae-yoon, qui, épuisé par la douleur, le presse alors qu'ils étaient sur le point de s'enfuir. Sans hésitation, ils sautent tous les deux de la falaise, laissant Jae-yoon abasourdi et rempli de peur alors que les voix de Jae-yoon se mélangent aux cris pendant la chute. Un villageois exprime son inquiétude, avertissant que la falaise d'où ils tombaient mesurait des centaines de mètres de haut, craignant que la chute d'une falaise aussi haute ne transforme leur corps en bouillie. Liu Bei, intrigué par la situation, exprime sa confusion alors qu'il s'interroge intérieurement sur la tournure soudaine des événements, réalisant qu'il n'a même pas encore eu l'occasion de parler. Alors que Cheng Dalaï déclare que tomber de la falaise ne mène pas nécessairement à la mort et pourrait même déclencher un événement rare ou quelque chose du genre, Kinman propose d'envoyer une équipe pour enquêter, mais Cheng Dalaï rejette l'idée,
la jugeant inutile. Il affirme que les rebelles brisés ne devraient pas être poursuivis. Il pense que si Gu Mao et Zeyun survivent, ce doit être le destin, et ils prendront soin d'eux s'ils se retrouvent. Au milieu de la conversation, la neige commence inopinément à tomber du ciel la nuit. Cheng Dalai remarque que les premières chutes de neige de l'année sont arrivées plus tôt que d'habitude. Après l'événement chaotique de cette nuit-là, les villageois se sont réunis pour se soutenir mutuellement. Certains ont eu du mal à se relever de la neige, tandis que d'autres se sont dépêchés de retirer la neige. Au milieu de leurs efforts, quelqu'un a constaté l'effondrement de la vieille maison, confirmant les inquiétudes de certains villageois quant à sa stabilité structurelle. Dans certaines parties du village de Toad, Cheng Dalai et Liu Jai marchent sur le pont. Liu Jai remarque la beauté de la neige cette année. Cheng Dalai répond avec optimisme, déclarant que l'année prochaine sera un soudain, tandis que Shenji verse du thé dans sa tasse. Il remet en question l'optimisme de Cheng Dalai, soulignant qu'il n'y a pas eu de pluie depuis 6 mois, ce qui entraîne de potentielles mauvaises récoltes et une sécheresse. Il conseille à Cheng Dalai de s'abstenir de parler s'il n'en a pas la moindre idée, car cela pourrait entraîner des problèmes si des étrangers l'entendaient. Cheng Dalai, apparemment imperturbable, s'interroge sur le manque de pluie pendant la majeure partie de l'année et se demande si c'est comme ça chaque année. Shenji poursuit en soulignant la gravité de l'année en cours, soulignant le fait qu'il y a eu à peine 2 jours de pluie pendant la saison des pluies. Il pense que c'est comme si les dieux affamaient intentionnellement les gens. Il ajoute que maintenant, juste au moment où les graines ont été semées dans le champ, de fortes chutes de neige ont recouvert le sol, provoquant la mort de froid des plantes qui n'ont pas encore émergé du sol. Cheng Dalai voit dans la neige une opportunité de se rendre à Black Rock City et de gagner des points de peur. Il envisage de transformer leur calèche en traîneau, réduisant ainsi la charge sur le cheval et augmentant leur vitesse, et il considère que s'ils rencontraient les habitants sinistres de Black Rock City, il leur serait plus facile de s'échapper. Cheng Dalai demande à Liu Jai d'aller chercher sa Nuan, car ils ont une grande annonce à faire. Peu de temps après, le groupe commence son voyage et Cheng Dalai s'entretient avec le groupe alors qu'ils se lancent dans leur aventure. Il remarque la beauté poétique de la route allant de la montagne King New à Black Rock City, qui est inondée de lumière nocturne dans le champ de neige, et la poésie et les émotions sont sans limite. L'homme traverse les routes du village devant lui, et la route semble aussi longue que la nuit. Zhang Fei est surpris par les capacités poétiques de Cheng Dalai et exprime sa surprise. Cheng Dalai, de manière ludique, admet ses compétences et en rit. Cheng Dalai raconte ses études passées dans un livre sage, réfléchissant à son désir de contribuer au pays et à sa population. Il regrette que les circonstances l'aient amené, lui, un érudit, à devenir un bandit des montagnes. Il se demande à haute voix si lui et Zhang Fei sont dans le même bateau. La révélation de Zhang Fei sur ses intérêts littéraires a quelque peu surpris Cheng Dalai. Il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point il était inattendu pour quelqu'un comme Zhang Fei, qui ne semblait pas s'accrocher à l'apparence, d'avoir un côté littéraire. Malgré l'extérieur vulgaire de Zhang Fei, Cheng Dalai a trouvé la situation quelque peu comique et n'a pas pu cacher son incrédulité. Zhang Fei a fait l'éloge du poème de Cheng Dalai, visiblement troublé par sa beauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur eux, le système annonça soudainement une mission consistant à voler des familles riches. Il les informait que l'objectif était de réussir 2 des 10 vols prévus. Le système a exprimé son enthousiasme et sa joie, qualifiant Cheng Dalai de figure juste et soulignant l'importance de son rôle de bandit des montagnes. Le système annonçait qu'il y avait des familles riches et cruelles dans la ville et suggérait de prendre l'initiative de leur donner une leçon. Alors que Cheng Dalai était préoccupé par son livre de mission, il réfléchit à la manière dont il avait pris le dessus sur la famille Wang, se rappelant comment il avait réussi à capturer Liu Jai et à appréhender du Mao. Il se souvenait très bien de la ruse avec laquelle il avait attaché du Mao et l'avait amené à la montagne. Avec un sentiment de confiance, Cheng Dalai a conclu que la tâche ne serait pas difficile. Cependant, un sentiment inquiétant de catastrophe imminente a fait naître des doutes quant à savoir si l'opération se déroulerait mal et si tout se déroulerait comme prévu. Cherchant des informations, Cheng Dalai s'est tourné vers Kinman et lui a posé des questions sur leur proximité avec Black Rock City. Kinman l'a informé qu'ils étaient à 1 heure et a suggéré un temple bouddhiste à proximité de Black Rock City où ils pourraient rester plus tard. En prévision de leur arrivée, Cheng Dalai a suggéré de se reposer une journée à leur arrivée, puis de s'aventurer à l'aube pour avoir une vue d'ensemble. En arrivant au temple bouddhiste abandonné, leurs plans furent perturbés lorsque Xiaoyu repéra un incendie à l'intérieur. Il a rapidement informé Cheng Dalai que quelqu'un d'autre avait pris leur place en premier. Curieux de connaître les occupants actuels du temple déserté, Kinman se demandait ce qu'ils faisaient là par un tel temps. Cheng Dalai a suggéré à Kinman d'entrer d'abord et d'enquêter sur les gens. Décidant d'enquêter davantage,
Cheng Dalai et Kinman se sont approchés avec prudence du temple bouddhiste en ruine. En ouvrant la porte, Cheng Dalai a découvert un feu de camp brûlant, l'obligeant à resserrer sa prise sur son arme. La voix de Cheng Dalai résonna dans le temple lorsqu'il mentionna qu'ils y séjournaient également et demanda quelle était la destination des gens dans le temple. Il leur a également demandé de se révéler et de régler l'affaire pacifiquement. Dans un moment de silence, la personne à l'intérieur, qui se cachait, a reconnu Cheng Dalai et l'a appelé par son nom. L'expression de Cheng Dalai s'est transformée en un visage de poker en reconnaissant la personne comme étant Gao Feibao, le vice-maître de Flying Tiger. Après un bref instant, Cheng Dalai a félicité Gao Feibao pour son dévouement et son travail acharné malgré le froid. Gao Feibao a ri et a rendu l'appareil à son admiration, soulignant que Cheng Dalai partageait le même engagement malgré le froid en ne profitant pas du luxe du village. Cheng Dalai a souri en partageant l'objectif de former ses hommes, soulignant que son intention n'était pas de devenir riche. Il a interrogé Gao Feibao de manière ludique sur ses propres intentions et a dit avec humour qu'il n'aurait peut-être pas de nourriture dans leur village tout en riant. Gao Feibao a rejeté cette idée avec irritation, affirmant que le village des tigres n'avait jamais été pauvre car ils étaient trop tranquilles et ne sortaient que pour des activités. Soudain, un membre du groupe de Gao Feibao a interrompu leur conversation, l'informant de la présence de quelqu'un à l'extérieur. L'expression de Gao Feibao est devenue paniquée et frustrée alors qu'il se demandait pourquoi tout le monde était si pressé. Il leur a conseillé d'éteindre le feu. Cheng Dalai a arrêté Gao Feibao et a regardé dehors. Il a conseillé à Gao Feibao de ne pas se précipiter, soupçonnant que les nouveaux arrivants pourraient être leur connaissance. Après ce moment, Cheng Dalai a accueilli White Wolf à l'intérieur et a déclaré qu'aucun étranger n'était présent. Le nouveau venu s'est avéré être White Wolf, qui a exprimé sa surprise à Cheng Dalai et Gao Feibao quant à leur dévouement au travail. Avançant, alors qu'ils cuisinaient de la viande sur le feu, Kinman offrit du vin à Cheng Dalai pour le réchauffer. Cheng Dalai a suggéré que leurs hommes boivent également du vin pour lutter contre le froid. Gao Feibao, qui semblait si curieux du repas de Cheng Dalai, lui a demandé ce qu'il mangeait. Cheng Dalai a répondu qu'il avait fait du pain et fumé du bacon, affirmant qu'il fallait un peu souffrir en voyage. Cheng Dalai a ensuite tourné son attention vers White Wolf, lui demandant ce qu'elle mangeait. Gao Feibao regarda silencieusement White Wolf, la mettant mal à l'aise. Alors que Gao Feibao préparait une soupe cuite à la vapeur dans le camp de feu, il versait la soupe dans un bol. Cheng Dalai a reconnu la soupe comme étant de la pâte de farine de sorgho. Il a exprimé sa curiosité, se demandant si Gao Feibao et son peuple ne mangeaient que de tels aliments. Il a émis l'hypothèse que leur alimentation se voulait saine et à base de plantes, complétée par des fibres. Gao Feibao se força à rire en réponse, tandis que les gens derrière lui semblaient offensés. Cheng Dalai a invité Gao Feibao à se joindre à eux pour manger et boire, surprenant Gao Feibao et ses partisans. Gao Feibao a refusé, déclarant qu'ils étaient tous rassasiés, même si ces gens ne pouvaient s'empêcher de baver devant la nourriture, indiquant leur véritable désir d'accepter l'offre. Cheng Dalai a fait remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'être poli puisqu'ils étaient tous amis, soulignant que la politesse les ferait passer pour des étrangers. Gao Feibao a maladroitement imité les paroles de Cheng Dalai, pensant en lui-même que si Cheng Dalai lui demandait à nouveau, il se livrerait avec impatience à la nourriture et aux boissons. Cheng Dalai a alors décidé qu'ils mangeraient tout eux-mêmes. Gao Feibao et son peuple ont été surpris par le commentaire de Cheng Dalai. Un membre du groupe de Gao Feibao a fait remarquer que Cheng Dalai les avait même invités, mais que Gao Feibao avait refusé. Un autre membre s'est dit déçu de ne pas avoir mangé de viande depuis quelques mois. Les gens montraient de la jalousie et de la tristesse, et Gao Feibao avait une expression perplexe en regardant leur réaction. Gao Feibao a essayé de remédier à la situation et leur a dit qu'ils n'avaient tout simplement pas apporté de bonnes choses. Il leur a ensuite suggéré de partager avec leur groupe les biscuits au soja qu'il avait dans son sac. Pendant ce temps, Cheng Dalai rotait bruyamment. Il a ensuite appelé Shenji, lui demandant de nourrir les chevaux et le remerciant pour ses efforts, ce que Shenji a accepté. Quelques secondes plus tard, alors que Shenji fouillait le sac de nourriture, les membres du groupe de Gao Feibao ont engagé une conversation tout en vérifiant l'un des sacs. Ils ont exprimé leur surprise face au talent de Bao en matière de pâtisserie et lui ont demandé s'il pouvait préparer ses propres pâtisseries. Bao a rapidement rejeté leurs commentaires, déclarant que sa vieille mère avait emballé les pâtisseries avant leur départ. Pendant ce temps, un autre membre a demandé avec impatience qu'on lui donne une des pâtisseries. Gao Feibao s'est ensuite tourné vers Shenji et lui a demandé ce qu'il donnait à leurs chevaux. Shenji a répondu qu'il n'avait que quelques biscuits secs, déplorant que ce n'était pas la même chose que d'être à la maison et d'exprimer sa sympathie pour les animaux. Les expressions choquées sur le visage de Gao Feibao et l'incrédulité de son peuple étaient évidentes lorsqu'il apprenait qu'il mangeait la même nourriture que les chevaux.
Un moment de silence enveloppa l'atmosphère. Le lendemain, les trois groupes ont envoyé leurs propres hommes en ville pour explorer la situation. En un éclair, Cheng Dalai, Ziyu Beilang et Gao Feibao, tous les trois, ont été abandonnés dans le temple. Pendant que Cheng Dalai se concentrait sur la cuisson de la viande sur le feu de camp, Gao Feibao appréciait la chaleur émanant des flammes. C'est alors que White Wolf suggéra une idée. Elle était joueuse et espiègle. Elle a exprimé son désir de jouer à des jeux.